Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous regardez. Oui, parce que c'est rare qu'on soit à ces horaires-là en France, en tout cas, mais il va falloir s'y faire. Ça sera tous les vendredis, en tout cas tous les vendredis précédents des journées de championnat sur la planète Hello, parce que pour trêve internationale, ça sera un petit peu plus compliqué d'avoir des affiches. Bref. Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui sont présents dans le chat parce que voilà, c'est le premier épisode de ce nouveau concept que l'on a appelé Dans la lucarne. Ça sera je le disais à l'instant, tous les vendredis aux alentours de midi et demi, ouais à peu près midi et demi. Il est midi et demi, on est vendredi. Et ça sera en direct sur Twitch, sur Kick et sur YouTube. Comme ça, vous pouvez choisir votre plateforme favorite ou celle qui est la plus facile pour vous pour nous suivre ou pour participer, sachant que voilà, on voit tous les messages, quelle que soit la plateforme, ils s'affichent tous. Bonjour à ceux qui sont dans le chat, je vois Alrami et Paul Bismuth. Heure inhabituelle, exactement, va falloir s'y faire. Ce rendez-vous va falloir s'y faire, mais l'idée, elle est simple. Le concept, il est simple, c'est de vous présenter, de vous donner un petit peu de vous faire votre programme foot du week-end sur la planète Hello. Alors, on va pas faire tous les championnats, tous les matchs, tout ce qui se passe sur la planète Hello, parce que sinon, on va commencer aujourd'hui et on finira dimanche soir. Donc non, l'idée, ça va être de faire un focus essentiel sur 3 matchs. 3 matchs qu'il ne faudra absolument pas manquer ce week-end sur la planète Hello. L'émission va durer à environ 1 heure, hein, normalement, au maximum. On va voir, c'est la première. J'ai tablé, j'ai misé sur 1 heure. Donc, normalement, ça devrait durer 1 heure. Et voilà. Et l'idée, c'est donc, en la mettant à midi et demi, le vendredi, ça vous laisse le temps, soit de nous suivre en direct, parce que c'est vrai que c'est des heures un petit peu plus généraux pour tout le monde, on va dire, plus que nos lives à 1 heure ou 2 heures du matin. Mais c'est surtout que ça permet de le mettre sur les plateformes de podcast dans l'après-midi. Et donc, vous pouvez écouter l'émission avant de partir en week-end. Comme ça, vous pouvez bien cocher les cases, bien déterminer les horaires des matchs sur lesquels je vais insister et que je vais vous présenter. Je vais aussi vous donner un petit peu les clés pour pouvoir suivre ces matchs-là, quand on le peut de manière légale. Forcément, je vous donnerai pas les manières illégales, hein, c'est pas l'idée. Mais quand il existe des solutions légales pour regarder ces matchs-là, eh bien tout simplement, je vous les donnerai. Comme ça, vous pourrez les voir parce que vous allez voir, et ce sera le cas aujourd'hui, qu'il y a 2 des 3 matchs que l'on peut suivre de manière légale, parfois gratuite, sur Internet, donc pendant votre week-end. Voilà, le dernier live à cette heure-là, c'était Corée du Sud-Bahreïn. Exactement, c'est vrai, c'était pendant la Coupe d'Asie. La Coupe d'Asie nous permet de faire ces horaires-là, c'est vrai, tu as raison, Alarami, bien vu, belle mémoire, belle mémoire. Il faudrait qu'on reprenne aussi les lives K-League, un de ces 4, ça dépend de Baptiste, mais je pense que ça sera possible bientôt, pas tout de suite, parce qu'il faut qu'il déménage. Bref, salut à Isanoé, j'espère que vous êtes confortablement installés, je le disais, 3 matchs au menu aujourd'hui, on va pas perdre plus de temps que cela, mon intro est déjà bien longue, il paraît qu'il faut faire des intros très courtes et punchy, voilà, c'est gagné, bien joué Nico. N'hésitez pas à nous suivre, hein, que ça soit sur Twitch, sur Kick, ou sur YouTube. Si vous pouvez, hein, prenez des subs. Ça nous soutient, c'est important. Et si vous voulez nous soutenir, j'en profite, hein, je termine une énorme intro. Si vous voulez véritablement nous soutenir, vous pouvez aussi le faire en vous faisant des cadeaux, hein, tout simplement. Soit en achetant les magazines, ce qu'il reste au format papier ou alors au format digital, c'est 4 € le mag, 15 € le format papier. Ou sinon, en vous offrant nos livres de la maison d'édition. Il y en a 6, vous les avez vus passer dans le pré-générique. Il y en a 6, ils sont tous disponibles, bien sûr, parce que sur Hello, les stocks ne s'arrêtent jamais. Voilà, l'intro est interminable, on est au bout, on y va, on commence avec le premier match de la semaine. Et vous avez peut-être reconnu les logos, si vous êtes des habitués, vous avez reconnu les logos. C'est passé très vite, mais on le fait exprès. On va aller au Mexique pour ouvrir cette émission, parce qu'en fait, concrètement, le programme du week-end, je vais vous le donner dans l'ordre chronologique des matchs. Aussi simple que ça. Donc, voilà, on démarre au Mexique avec ce premier choc. Salut à Florenzi. Ce premier choc, c'est le match qui va opposer Chivas et l'Atlas. C'est tout simplement un duel historique en Liga MX. C'est ce que l'on appelle le Classico Tapatío. Alors, on va planter un petit peu le décor. Vous l'avez peut-être lu, hein, cette semaine sur Lucarne Opposée. On vous avait emmené, hein, grâce à Red, voir le choc opposant Cruz Azul et les Chivas. On a fait un petit point sur la Liga MX. Et ce week-end arrive donc la 11e journée de la phase régulière de ce championnat.
Pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas, la Liga MX se déroule en 2 tournois. Il y a 2 tournois par saison. C'est un petit peu comme si, pour bien expliquer, c'est un petit peu comme si en France, vous aviez 2 championnats, la phase aller et la phase retour. Voilà, concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. On appelle ça ouverture et clôture, apertura et clausura en espagnol. Nous sommes actuellement dans l'apertura. C'est le 57e tournoi court de l'histoire. Voilà, je donne vraiment tous les chiffres. Et pour vous expliquer, si vous n'êtes pas habitué à comment ça fonctionne, chaque tournoi, Apertura et Clausura, se divise en 2 phases. Une première phase qui est une phase régulière où les 18 clubs s'affrontent, ça fait 17 journées. À l'issue de ces journées, les équipes classées aux 6 premières places sont directement qualifiées pour ce qu'on appelle des playoffs. Au Mexique, ça s'appelle la Liguilla. Les équipes de la 7e à la 10e place s'affrontent pour une sorte de barrage pour intégrer cette Liguilla avec un format particulier. Le 7e affronte le 8e. Le vainqueur va en Liguilla. Le perdant, lui, affronte le vainqueur du match opposant le 9e et le 10e. J'espère que j'ai perdu personne. Mais en gros, voilà, c'est l'idée. Et le vainqueur de ce match-là va en Liguilla. Vous comprenez, derrière, il reste 8 équipes. Quart de finale, demi-finale, finale. Et ce qui est important, c'est que le classement a son rôle à jouer, puisque en cas d'égalité, ce sont des matchs aller-retour, à partir des quarts, des demi et des finales. En cas d'égalité parfaite, le classement compte, c'est-à-dire que l'équipe la mieux classée se qualifie, notamment en quart et en demi. Bref, donc il faut se battre pour être le mieux classé possible, et il faut se battre pour être dans le top 10. On en est encore un petit peu loin, on en est à la 11e journée, doit aller jusqu'à 17. Donc, voilà, et actuellement, Chivas et l'Atlas sont 8e et 9e, que je mette le bon logo. Voilà, c'est ce match-là. Sont actuellement 8e et 8e, c'est pas 8e et 9e, pardon, pas forcément au mieux en termes de résultats. Les Chivas ont perdu 2 de leurs 4 derniers matchs, vous avez vu le compte-rendu, ils ont perdu contre Cruz Azul. L'Atlas, c'est pire, il reste sur 3 défaites consécutives. Sachant qu'en plus, on va finir de planter complètement le décor de ce match-là. Les Chivas vont probablement perdre leur entraîneur, Fernando Gago, qui est annoncé à Boca. Normalement, c'est ce qui se dit dans la presse mexicaine et dans la presse argentine. C'est son dernier match. Il annonce son départ à Boca dans la foulée du match. On va voir. C'est ce qui se dit un petit peu partout. On va voir. Bref, vous voyez, 2 équipes qui ne sont pas forcément au mieux, des dynamiques un petit peu compliquées, et vous allez me dire, mais alors pourquoi ce match? Je vous l'ai dit, parce que c'est un classique, c'est un classico historique du football mexicain, c'est le classico Tapatio, c'est juste, tout simplement, le plus vieux classico du Mexique. Je vais vous faire l'histoire en mode express, parce que sinon vous comprenez que l'émission sera très longue. Les Chivas sont fondées en 1906 par un Belge, Edgar Everhart, et un Français, Calixto Gas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Chivas sont bleu, blanc, rouge, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Français dans l'histoire. Et en gros, à l'époque, l'idée, c'est de jouer avec les employés, c'est de faire jouer, de réunir les employés des entrepôts, et notamment des entrepôts de la Ciudad de Mexico et d'un autre entrepôt qui s'appelait Las Fabricas de Francia. Voilà, vous voyez le terme français. Bref, le club s'appelle d'abord Union Football Club. Justement, l'idée, c'est d'unir les Mexicains, les Belges et les Français. Devient Guadalajara FC 2 ans plus tard. Et donc, au départ, c'était un club, c'est important de le savoir, qui était ouvert entièrement aux étrangers. C'est-à-dire qu'il y avait essentiellement beaucoup de migrants qui étaient dans cette équipe-là. C'était beaucoup le cas partout. C'était pareil à Mexico, où c'était en grande partie comment dirais-je, des Espagnols, pardon, merci pour le sub Elocos 5470, merci à toi. Bref, donc, c'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, l'histoire a changé. Les Chivas, vous le savez peut-être, sont connus pour être le club 100% mexicain. C'est entre guillemets l'Athletic Bilbao version Mexique. Tout simplement, c'est arrivé à la fin des années 20, essentiellement sous l'impulsion d'un président qui a fixé cette règle-là à partir de la saison 1926 à peu près. Voilà, bref, 1906, les Chivas arrivent. L'Atlas arrive 10 ans plus tard, prend son nom, vous avez deviné, si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, Atlas, oui, c'est celui qui porte le monde. Tout simplement, en toute humilité, c'est le titan qui porte le monde sur ses épaules. L'Atlas, c'est le premier représentant de Guadalajara qui va jouer un match à Mexico. C'est le premier à décrocher un titre national, la Copa Mexico en 1946. C'est 10 ans avant le premier titre des Chivas. Et c'est... voilà. Concrètement, voilà. Donc, vous l'avez compris, ils arrivent en 1916. Le premier Classico, lui, a lieu le 15 septembre 1916. C'est ce qui en fait donc le plus vieux du Mexique.
Et si vous voulez savoir, petite anecdote, le premier Classico s'est terminé sur un 0-0 et c'est pas terminé, ils se sont mis sur la tronche. Donc le match s'est pas terminé. Alors donc forcément, c'est un match qui a énormément d'histoire, qui fait couler de l'encre chaque année. Là, cette année, on y est encore, en plus avec l'affaire Fernando Gago. Euh, et il y a des petits parallèles assez intéressants. Par exemple, sachez que les Chivas s'appellent aujourd'hui Chivas. Vous voyez, hein, c'est pas écrit sur le logo. Hein. Le logo, c'est Club Deportivo Guadalajara. C'est le nom définitif. Il s'appelle Chivas à cause, grâce, choisissez, aux supporters de l'Atlas. Parce qu'à l'époque, un journaliste, Reinaldo Martín del Campo, avait titré sur le club de Guadalajara en parlant de Chivas. Chivas, ce sont les chèvres. Hein. Si vous ne le saviez pas, en les désignant comme ça après un match contre notre club qui s'appelait Tampico. Et pour les chambrer, les supporters de l'Atlas ont décidé de les appeler les Chivas. Et pour retourner l'histoire, les supporters de Guadalajara et le club a décidé, ok, très bien, vous voulez vous moquer de nous avec ce nom-là, on va s'appeler ainsi. Et donc le club est devenu Chivas et a retourné en gros cette insulte. Ouais, je savais, Red Rouge. On retournait cette insulte pour faire, aujourd'hui c'est une marque, hein, c'est la marque du club, on les appelle plus le Club Deportivo Guadalajara, les appelle les Chivas. Un autre surnom que vous entendrez peut-être si vous regardez le match, c'est le Rebaño Sagrado, le troupeau sacré, qui doit ce surnom-là parce que le club a été béni par un pape, voilà, par un cardinal. Et donc le troupeau a été béni, et donc le troupeau sacré, le troupeau de chèvres a été sacré. Sachez aussi qu'en 1951, toujours dans l'histoire de ces classicos, l'Atlas décroche son premier titre de champion, donc avant les Chivas, qui eux vont régner fin des années 50 et années 60, beaucoup, vont régner sur le football mexicain. 51, l'Atlas gagne son premier titre, et notamment en s'imposant 1-0 face aux Chivas lors du Classico, sur un penalty qui a fait beaucoup parler. Et c'est le match de la malédiction pour les supporters de l'Atlas, parce que ce jour-là, le gardien des Chivas, Jaime Tubo Gomez, dit que de son vivant, en raison de ce qui s'est passé, à partir de maintenant, de son vivant, l'Atlas ne sera plus jamais champion. Et l'Atlas a attendu 71 ans pour être champion. Ils ont été champions en 2021 et 2022. Ils ont enchaîné Apertura et Clausura, mais ils n'ont pas été champions pendant 71 ans. Tubo Gomez est mort en 2008, donc de son vivant, l'Atlas n'a plus été champion. Et voilà. Sachez que depuis 51, quand même, sur cet intervalle-là, les Chivas ont décroché 12 titres. C'est le deuxième club le plus titré du pays à l'échelon national derrière l'América, forcément le grand rival des Chivas hein, pour le Classico national. Le dernier titre des Chivas, c'est le Clausura 2017. Ils ont gagné 2 Conca Champions. Et forcément, ce match est entouré de beaucoup de mythes. Vous entendrez forcément ou pas, hein, vous entendrez peut-être parler du fameux 18-0 de l'Atlas en 1917. Personne n'a réussi à jamais vérifier cette histoire-là. Mais il y a surtout, je parlais à l'instant de Tubo Gomez, il y a surtout une image très célèbre de ce garçon, la voici. C'est lui, Jaime Tubo Gomez, était le gardien qui a décidé pendant un Classico de s'asseoir et de lire une revue contre son poteau. Pour vous donner un petit peu le contexte de l'époque, on est au moment où les Chivas vont commencer à écraser le football mexicain. L'Atlas à l'époque est promu parce qu'après leur titre, 2 ans plus tard, ils sont descendus. Et il y avait déjà 3-0 pour les Chivas au bout de 20 minutes de jeu, je crois, quelque chose comme ça. Et il était en train de se faire chambrer par les supporters de l'Atlas. Et il s'est dit, et il leur a dit, je vais vous faire quelque chose, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Il est allé prendre la revue d'un gars qui était présent derrière lui dans les tribunes. Il a fait attention à ce que l'arbitre ne le regarde pas, c'est lui hein, qui raconte cette anecdote. Il s'est assis pour lire la revue, a attendu qu'on le prenne en photo et a terminé. Cette image, tous les supporters des Chivas la sortent. Les Chivas avaient gagné 5-0 à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est vraiment un match chargé d'histoire, de mythes, de légendes et de trucs toujours un petit peu plus fous. C'est un match pas comme les autres, qui à une époque aussi était une lutte de classe entre le peuple et la classe aisée, un peu plus aisée. C'est un peu moins le cas maintenant, hein, vous le savez, c'est moins le cas partout. Et donc, pour vous donner un petit peu plus sur ce match-là, le rendez-vous, il est prévu, si j'affiche la bonne chose, dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est à 3h05 du matin. Et pour le coup, je le disais, je vous ai dit que je vous donnerais des moyens peut-être de suivre ces matchs-là. Bien, pour le coup, celui-ci, il va y avoir que les plateformes de streaming illégales parce qu'il n'y a aucune plateforme légale pour suivre le football mexicain quand on est en France. En tout cas, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, je suis preneur, mais je n'en connais pas. Généralement, je passe par des sites un petit peu plus obscurs pour regarder le football mexicain.
Donc voilà, c'est le seul que vous allez devoir aller chercher. Le seul que dont je vais parler aujourd'hui, le seul qu'il va falloir aller chercher sur des réseaux un petit peu plus, ouais, un petit peu plus obscurs, hein, dirons-nous. Bref, mais si vous connaissez des plateformes légales pour suivre le football mexicain depuis la France, ben, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me le dire, soit c'est dans le chat là, soit sur les commentaires sur YouTube, sur la rediff. Mais oui, ça devrait envoyer du pâté. Donc je vous rappelle le contexte, 8e et 9e. Ça se bat pour une place en play-off. Le probable dernier match de Fernando Gago à la tête des Chivas. Deux équipes qui sont pas au mieux. Et c'est un classico, donc ça va être chaud. Sachez que généralement, les supporters de l'Atlas sont quand même les plus chauds des deux en termes d'ambiance. Je vous rappelle, hein, pendant 71 ans, ils n'ont pas été champions et le stade était plein à chaque fois. Voilà, c'est la première affiche. Tu regardes sur les bookmakers. Ah, alors ouais, c'est possible que... Tu as raison, c'est tout à fait possible, je pense, de regarder sur les sites de paris sportifs. Bon, je ne vais pas vous encourager à le faire parce que si vous voulez aller sur ces sites-là, ça veut dire qu'il faut déposer de l'argent sur des sites de paris sportifs. Donc, c'est pas forcément mieux. C'est exactement ça, Al-Rami. C'est les Chivas qui jouent à la Cron. Exactement. L'Atlas joue au Jalisco. Donc voilà, je ne vais pas forcément encourager les gens à aller voir sur les sites de paris sportifs et déposer de l'argent chez ces bookmakers-là, mais c'est vrai que c'est une solution qui est souvent employée pour suivre ces matchs-là. Premier match de la soirée, premier match du week-end à suivre, Chivas Atlas dans la nuit de samedi à dimanche à 3h05. Derrière, faites une petite sieste, une toute petite sieste, parce qu'il y aura un deuxième match et ça sera dimanche matin. Place donc au deuxième match. Je vous l'ai dit qu'on allait voyager sur la planète Hello. Le deuxième match, il va nous emmener en Corée du Sud. Oui, parce que c'est la grosse affiche du week-end en K-League. Ulsan affronte Gimcheon Sangmu. C'est la grosse affiche dans le sens purement sportif. Parce que avant ce match-là, je vais mettre le bon logo et ça sera parfait. Hop, comme ça. C'est juste tout simplement le premier qui affronte le deuxième. 2 points d'écart entre les deux équipes. Le match arrive à un moment très particulier de la saison. Là aussi, pareil, je vais vous planter un petit peu le décor autour de cette rencontre et vous expliquer, si vous ne le savez pas, comment fonctionne la K-League. Il y a 2 phases, entre guillemets, sur la K-League aussi. Pas de play-off, pas de coupe, de machin. Il y a 33 journées au cours de laquelle les 12 équipes s'affrontent. Et à l'issue de la 33e journée, il y a ce que l'on appelle une césure. On coupe le championnat en deux. Le top 6 va jouer le titre et les accessites continentaux. Le bottom 6, comme on peut le dire en bon français, lui va se battre pour éviter la relégation. Il y a une place de relégation directe. Le dernier descend directement en deuxième division. Les deux autres jouent des barrages. C'est le Batistico, c'est exactement ça. Pas tout à fait, parce que Baptiste, c'est plus Séoul. Mais oui, un peu. Bref, ce match-là entre Ulsan et Gimcheon oppose, je le disais, le premier au second, et c'est la 33e journée, c'est la dernière journée avant la césure. Ce qu'il faut savoir sur cette césure, c'est que, je le disais, donc on va avoir le top 6 d'un côté, le bottom 6 de l'autre. Il va rester à partir de là 5 journées. Ces 5 journées, tout simplement, c'est que les 6 premiers vont s'affronter entre eux, et les 6 derniers vont s'affronter entre eux. Ce qui veut dire qu'on va avoir des matchs beaucoup plus serrés sur la fin de saison, et on est sur un véritable sprint final. Et donc, ce match est important, il est important parce qu'il peut nous relancer totalement le suspense. Je le disais, Ulsan a 2 points d'avance sur Gimcheon avant ce match-là. Donc vous mesurez à quel point le suspense est important, mais surtout, c'est que derrière, il y a encore des équipes à portée de tir. Surtout une, en fait, Gangwon, qui est à 6 points d'Ulsan, donc 2 victoires, qui peut revenir potentiellement à 3 points si Gimcheon arrive à faire quelque chose là-dessus. Et il y a d'autres équipes qui sont un petit peu plus loin. Pour le coup, ça risque d'être plus compliqué pour les Pohang, Séoul et compagnie. Bref, tout ça pour dire qu'il est question de suspense dans ce match-là. C'est la grosse affiche de cette 33e journée. Sur le plan des statistiques, sachez que Ulsan reste sur 3 victoires en 4 matchs, mais vient de se prendre une grosse tôle en Champions League contre les Marinos. Ils ont perdu 4-0 en milieu de semaine. Que Gimcheon, de son côté, reste sur 3 victoires consécutives en championnat. Sachez aussi, histoire d'être complet sur les statistiques, si vous êtes des amateurs de paris sportifs, que les deux équipes se sont jouées 2 fois cette saison et que Ulsan n'a pas perdu
perdu. Il y a eu match nul 2-2 lors du premier match avec égalisation de Kim Chon à la 90e minute. Et il y a eu victoire 3-2 d'Ulsan qui menait 3-0 quand même après une demi-heure de jeu lors du deuxième match. Et pour être définitivement complet sur ce match-là, la dernière victoire de Kim Cheon face à Ulsan en K-League, c'était en mars 2018. Depuis, c'est 10 victoires, 3 défaites. Voilà, c'est 10-3 pour Ulsan, concrètement. Voilà. Salut à Aldécool. Alors, évidemment, ce match-là, vous le voyez, je vous ai planté un petit peu le décor statistique, planté un petit peu l'ambiance générale, mais on va profiter de ce match-là pour faire un focus très particulier sur l'équipe du logo de droite, cette équipe qui s'appelle Gimcheon Sangmu, qui est une équipe très particulière en Corée du Sud. Alors, vous le savez ou pas, mais la Corée du Sud est toujours en conflit avec le voisin du Nord. On est toujours on est toujours en guerre, concrètement, même si on ne se la fait pas officiellement, mais on est toujours dans ce processus-là. Et donc, la Corée du Sud a maintenu son service militaire obligatoire. D'ailleurs, ça fait partie d'un des 4 devoirs pour tout citoyen sud-coréen, avec les impôts, le travail et l'éducation. Et cela concerne les garçons, tous les garçons coréens âgés de 18 à 31 ans, avec une durée pour ce service militaire qui est aux alentours des 2 ans, qui peut être effectué dans différents types d'armées, dans différents corps d'armée, armée de l'air, armée de terre, marine, marine, qu'est-ce que j'oublie donc, et corps des marines, voilà, mais qui peut être aussi effectué dans le civil, on dit pour rendre service à la société, donc ça va être dans l'administration, dans la police ou chez les pompiers. Là, dans ces cas-là, ça veut dire que le militaire peut rester plus ou moins avec sa famille. Et donc, vous l'avez compris, service militaire obligatoire entre 18 et 31 ans, vous choisissez plus ou moins quand vous allez le faire, mais ça veut dire que quand vous êtes footballeur, eh bien ça veut dire que pendant 2 ans, vous arrêtez votre carrière. Enfin, pas vraiment. Pas vraiment parce que au début des années 80 à peu près, avec la perspective des Jeux Olympiques de Séoul qui approchait, l'État a décidé de soutenir un petit peu les sportifs qui devaient faire face à ce service militaire. Et donc, l'État a créé des clubs ou des groupes de sport pour justement que les sportifs puissent continuer à exercer leur pratique. C'est ainsi qu'en 1983 est né un club de foot qui s'appelait Sangmu FC, qui avait un statut semi-pro à partir de 83 et qui était à la base, et qui est toujours, je crois d'ailleurs, un club multisport. Son nom a donc évolué avec le temps. Il est devenu Gwangju Sangmu et en mai 2003, il y a donc 21 ans, le club a rejoint la K-League, tout simplement, et est devenu professionnel. Sachez que ce club-là, au niveau de sa gestion, il appartient à la division des sports et des forces armées coréennes. Donc il est financé par l'État. Ça veut dire que les salaires des joueurs sont pris en charge par l'État. Bref, fin 2010, il s'installe à Sangju. C'est pour cela que vous l'avez peut-être connu ces dernières années sous le nom de Sangju Sangmu. Et depuis, en fait, il n'a cessé de faire le yo-yo entre la K-League et la deuxième division. Et il est devenu Gimcheon Sangmu en 2021, puisqu'il a quitté Sangju, qui était une petite ville rurale, pour aller vers Gimcheon. Et il continue de faire l'ascenseur. D'ailleurs, sachez que, et c'est aussi l'une des forces de cette équipe-là, c'est que le Gimcheon Sangmu, qui est actuellement 2e du championnat, est tout simplement promu en K-League cette année. Donc voilà, ils sont champions l'année dernière. Bref, vous allez me dire, très bien, donc c'est une équipe de militaires, ce sont des joueurs qui font leur service militaire, mais c'est pas open bar pour y aller. Vous imaginez qu'il y a un nombre de places limité pour rejoindre ce club-là. Et il y a des prérequis pour pouvoir postuler. Pour pouvoir postuler à Gimcheon, il faut avoir moins de 28 ans. Et il faut avoir joué au moins 6 mois en K-League, ce qui veut dire que ça réduit quand même déjà pas mal le champ. Et ensuite, il y a un processus de sélection. Et donc, ils choisissent les joueurs qu'ils vont incorporer dans leur équipe qui va donc jouer en K-League. Vous imaginez que ça laisse beaucoup de joueurs sur le tapis. Je disais que le service militaire, c'est entre 18 et 31 ans. Donc ça laisse beaucoup de joueurs sur le tapis. Et vous allez me dire, que font les autres joueurs? Ceux qui ne sont pas pris du côté de Gimcheon, eh ben, il leur reste la 4e division. Autrefois, il y avait la possibilité d'aller jouer dans un autre club qui s'appelait Asan Mugungwa, qui était le club de la police, tout simplement. Donc c'était généralement ceux qui faisaient leur service civil. Mais ce club n'existe plus. Et donc pour les autres, c'est souvent 2 ans en 4e division coréenne, donc à un niveau totalement amateur.
On peut citer par exemple l'exemple de Lee Chang-min, hein, qui jouait à Jeju et qui est actuellement à GOG Citizen, qui retrouvera Jeju en mars l'année prochaine. Et enfin, on ne sait pas dans quel état, parce que lui est arrivé à 30 ans. Il a 30 ans. Donc voilà. Ce que vous comprenez aussi par rapport à ce club de Gimcheon, c'est que, et c'est aussi pour mesurer un petit peu la performance de la chose, c'est que c'est un club qui est systématiquement, on voit son effectif systématiquement renouvelé. Je vous renvoie vers le site, le blog Corée du Sud que tient Baptiste sur Lucarno Posé, hein. Vous avez en juillet dernier une news qui vous donne la liste des 17 joueurs qui ont fini leur service militaire. Je crois qu'ils sont 17 à avoir fini leur service militaire et qui donc retrouvent leurs autres clubs, hein, leurs autres clubs de K-League. Donc c'est un club où ça bouge beaucoup et ça vous permet de mesurer quand même, hein, le travail qui a été réalisé par l'actuel entraîneur, hein, Chung Yong-yong, qui était le sélectionneur des U20 qui ont fait demi-finaliste de la Coupe du Monde de la catégorie en 2019 et qui a donc été champion avec eux. Voilà, ça vous plante un petit peu le décor sur cette équipe très particulière qui joue, pour le coup, qui joue le titre, qui peut relancer totalement le suspense face à Ulsan ce week-end. Rendez-vous pour le match 8h du matin. C'est pour ça que je vous disais qu'après les Chivas, ça va finir vers 5h. Si vous faites une sieste, faites la cour. 8h du matin ce dimanche. Et là, pour le coup, pour suivre le match, c'est très simple. K-League TV. C'est un site, je mettrai tous les liens, hein, dans la description pour le replay et tout. K-League TV, c'est gratuit, c'est légal, c'est en très bonne qualité, c'est commenté en anglais. Je vous mettrai donc le lien. Le seul prérequis, entre guillemets, pour ce match-là, c'est tout simplement de s'inscrire sur le site de K-League TV, et vous avez absolument tous les matchs de K-League quand vous êtes en France. Si vous êtes en Corée du Sud, vous ne les avez pas, c'est géobloqué, mais en France, vous pouvez absolument tout suivre. Voilà, c'est le deuxième match de notre sélection du week-end. C'est en Corée du Sud, c'est dimanche à 8h du matin pour ceux qui se lèvent tôt, horaire inhabituel. Rappelez-vous, il y a une époque où on faisait des lives K-League à ces heures-là. Pas celui-là, mais peut-être que ça reviendra. Bref, c'était le deuxième match. Vous avez bien compris, vous savez compter. Eh bien, il nous en reste un. Alors, on a avancé, hein. On était dans la nuit de samedi à dimanche à 3h, on est passé à 8h, on va rester dimanche, vous l'avez compris. Voici le troisième match. Troisième match, forcément, là, vous avez forcément reconnu les logos. Si vous êtes des habitués, même si vous n'êtes pas des habitués, ce troisième match, c'est le Classico Uruguayo entre Nacional et Peñarol. C'est probablement, même si Chivas Atlas, ça se tient quand même, mais ce Nacional Peñarol, c'est probablement le match le plus chaud de votre week-end. C'est le match le plus fou, de toute façon, du week-end. C'est la 6e journée du Clausura uruguayen. Ça se jouera au Gran Parque Central entre deux Nacional. Nacional, ouais, la bagarre, exactement. Nacional accueille donc Peñarol. C'est un vrai duel de géants, un vrai duel d'historique. Il y a 8 Libertadores qui vous regardent là, messieurs. J'y reviendrai un petit peu. Et c'est donc vraiment les deux géants du football uruguayen. Alors, on va faire un petit peu aussi de culture foot autour de ce match. Forcément, j'ai pas donné l'horaire encore, c'est dimanche 21h. Alors franchement, pour le coup, c'est en prime time. Je vous dirai tout à l'heure comment on fait pour suivre cette rencontre-là. Pour vous expliquer un petit peu, vous expliquer qui sont ces deux géants si vous ne les connaissez pas, sachez que Peñarol a été créé au sein de la Ferrocarril Central des Uruguay, en fait les chemins de fer uruguayens, à la fin du 19e siècle. Je vais y revenir dans un instant. Ces chemins de fer uruguayens étaient installés dans un petit hameau à l'époque qui s'appelait Villa Peñarol. C'est ici que Frank Hudson, qui était ingénieur et vice-président de l'entreprise, a décidé de lancer, c'est dans les modèles très anglais, hein, de la fin du 19e, de lancer toute une série d'activités sociales, et donc parmi elles des activités sportives, et avait donc lancé un club de sport qui s'appelait le Central Uruguay Railway Cricket Club, CURCC. Gardez bien ça en tête, CURCC, qui adopte les couleurs de la locomotive du chemin de fer, une locomotive qui s'appelait la Roquette, qui était jaune et noire, d'où les couleurs. Ils deviennent surnommés les Carboneros, les charbonniers, hein, tout simplement en français. Vous comprenez tout de suite pourquoi par rapport au chemin de fer. Et donc, le club commence à jouer ses matchs et surtout fait partie des membres fondateurs du premier championnat national en 1900.
Et c'est là qu'il joue son premier match contre Albion, premier match de national contre Albion. Et il s'appelle, je peux vous montrer même cette petite affiche, il s'appelle, vous le voyez, Peñarol, CURCC, lors de ce match, le 21 septembre 1900. Premier match de la Ligue uruguayenne, son premier match de la Ligue uruguayenne. Alors, National, de son côté, est arrivé l'année d'avant, puisqu'il est fondé le 14 mai 1899. Je ne vous ai pas donné la date pour le CRCC, c'est le 28 septembre 91. Gardez-la en tête. Donc, le National est formé le 14 mai 1899. Il est la fusion de deux autres clubs, Uruguay Athletic Club et le club Montevideo Football Club. Pardon. Sachez que c'est un club très particulier à l'époque que ce club de National, puisque c'est ce qu'on appelle un club criollo, c'est-à-dire qu'il est créé, pour dire les choses, par des autochtones, par des autochtones, tout simplement. Donc, c'est un club qui n'a aucun héritage anglais, contrairement à tous les autres clubs de l'époque. Et c'est pour cela que ce club est exclu de cette première ligue, et notamment de ces matchs que vous voyez là au 21 septembre 1900. Et il va très très loin parce qu'il y a un désir d'appropriation, d'indépendance, et il adopte les couleurs de la Bandera de Artigas, qui est le symbole de la nouvelle patrie uruguayenne. C'est pour cela qu'il joue avec ces couleurs-là. Qui sont bleu, blanc, rouge, tout simplement. Donc, le premier Classico se joue le 15 juillet 1900, et voit le Peñarol CURCC s'imposer 2-0. Alors, vous imaginez que on était tout à l'heure sur le Classico Tapatio, qui est de 1916, qui est le plus vieux Classico mexicain. Donc là, le Classico Uruguayo, 1900, 15 juillet 1900, c'est juste le plus vieux classico du monde en dehors des derbies britanniques. C'est le plus vieux classico du monde. On en a joué 563 depuis. Imaginez le truc quand même. Donc, je vais vous faire même un petit bilan. 197 victoires pour Peñarol, 182 pour National et 184 matchs nuls. Voilà, c'est tout simplement un classico historique que vous allez pouvoir suivre dimanche à 21h. Il y a des statistiques sur absolument tout, si vous êtes des amateurs de paris sportifs et si vous aimez vous manger de la statistique. Non, pas plus vieux que le Old Firm. J'ai dit plus vieux en dehors des territoires britanniques. Elle découle. Très important la précision. C'est en dehors de tous les derbies britanniques, c'est le plus vieux du monde. Voilà. C'est juste ça. Oui, après, les Britanniques ont joué avant. Je ne pourrais pas te donner la date du Old Firm, mais le Old Firm, c'est avant, je crois. Je crois que ça doit être 1870 ou des brouettes par là. 1870, 1880, je sais plus. Mais voilà. Non, c'est le plus vieux en dehors des derbies britanniques. Britannique, Angleterre, Écosse, Irlande et compagnie. Bref. Si vous aimez des stats, sachez qu'il y en a absolument dans tous les sens. Des stats sur ce classico, on en a joué 563. Donc, donc voilà, pas de souci, elle découle. Et on a même des statistiques par mois. Alors si vous voulez savoir, si vous avez envie de vous amuser à parier dessus, sachez qu'on a joué 55 classicos en octobre et que Peñarol en a gagné 22 et National 14. Voilà. Mais bon, sachez aussi que sur les 10 derniers, Peñarol n'en a gagné que 3. À chaque fois quand il recevait, là il se déplace, National en a reçu 2, en a gagné 2. Les 4 des 5 derniers se sont terminés sur un match nul, notamment ceux qui ont été des finales, qui se sont joués sur des tirs au but au final. Et donc sachez que finalement, National, on peut le dire aussi ainsi si vous êtes supporter du Bolso, sachez que le National s'appelle le Bolso parce qu'ils avaient une poche cousue sur l'écusson, d'où le surnom, Bolso ça veut dire poche. National est donc invaincu depuis 5 matchs, si vous voulez le mettre dans ce sens-là. Sacré 0-0 qui arrive, ça risque d'être un peu tendu, ça risque de se mettre très cher. Pour vous donner, j'en parlerai un petit peu par rapport au contexte, quoique je peux en parler. Non, j'en parlerai tout à l'heure. Et merci à JH58 pour le follow. Mais sachez que c'est aussi et c'est surtout ce que l'on appelle un classico total. Parce que vous savez, d'habitude, dans les duels, on s'affronte sur le terrain, on se met sur la tronche, machin. Peñarol et National se disputent absolument tout ce qu'il est possible de se disputer. Même l'histoire. Je vous ai raconté tout à l'heure que Peñarol, en tout cas CURCC, a été fondé le 28 septembre 1891, que National est arrivé le 14 mai 1899. Pourquoi on se met sur la tronche au niveau de l'histoire? Parce qu'il y a un enjeu pour ces deux clubs-là, c'est de savoir tout simplement qui est le doyen. C'est ce que l'on appelle le décanato, l'affaire du décanato en Uruguay, c'est ce dont on va parler un petit peu. Sachez quand même, histoire de rigoler un petit peu,
que ni l'un ni l'autre, dans les faits, quelles que soient les conclusions du décanato, n'est le doyen. Le doyen s'appelle Albion, il a été fondé le 1er juin 1891. Donc voilà. Donc, ils se battent pour un truc qui, de toute façon, n'est pas vrai. Voilà. Mais c'est le principe, on se bat pour tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on se bat autour de cette date, cette fameuse date du 28 septembre 1891? Parce que, je le disais, c'est la date à laquelle le CURCC a été créé. Et il y a eu un petit souci, entre guillemets, dans l'histoire de CURCC, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, on était dans le modèle anglais. L'idée, c'était salut à Krimer, ça va très très bien. Le stade Campeón del Siglo, oui, bah, il est champion du siècle parce que Peñarol a gagné aussi 5 Libertadores à l'Arami. Bref, et a été désigné champion du siècle par je sais plus quelle entité, une entité de statistique il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils ont pris ce nom pour le stade. J'en reviens au décanato. CURCC créé au sein de l'entreprise dans un modèle anglais où c'est normalement juste pour divertir, entre guillemets, les ouvriers. Sauf que le club est devenu tellement populaire qu'il a attiré du monde. Il y avait 6000 personnes qui allaient les voir jouer. Et vous l'avez entendu, à partir de 1900, ils jouent un championnat, la Ligue nationale uruguayenne. Donc ça commence à poser quelques petits soucis, quelques tensions sur le côté. En fait, il y a une grande question qui se pose. Est-ce que ce club doit rester un club de divertissement pour les employés? Ou est-ce que ce club a pris une telle place que désormais il doit devenir une institution et donc être indépendant. Et donc on arrive en 1913 avec ce fameux point de non-retour où on décide de trancher dans le vif par rapport à cette question-là. Et donc le 2 juin, ces deux options sont proposées. Soit on revient aux origines, on fait un club social qui dans ces cas-là ne disputera plus le championnat national, soit on le transforme en une entité indépendante qui, elle, jouera le championnat national, mais qui, finalement, n'a plus rien à voir, entre guillemets, avec l'entreprise, qui n'est plus, en gros, l'équipe corpo, quoi, hein, de l'entreprise, si je dois m'exprimer ainsi. C'est ce qui est décidé. La deuxième option est retenue en décembre, et CURCC devient officiellement Club Atlético Peñarol, et à l'époque, garde les couleurs et les titres qu'il a déjà décrochés. À l'époque, et pendant plusieurs années, il va y avoir aucun problème par rapport à la continuité entre CURCC et Peñarol, en gros juste un changement de nom. Ça commence un petit peu dans les années 40, quand le cinquantenaire du club approche, quand les célébrations du cinquantenaire du club approchent, où ça commence un petit peu à grogner du côté de National, et ça prend une autre dimension en 1991, lors du centenaire. National, donc, publie à l'époque, on va le dire ainsi, une thèse d'histoire, tout simplement, qui s'appelle El Decanato, d'où le nom de ce duel, dans lequel elle fait intervenir des avocats, des historiens. Et donc l'idée de cette thèse d'histoire, c'est de démontrer qu'il n'y a aucune continuité entre CURCC et Peñarol. Je vous rappelle, je vous remontre quand même cette petite image de 1900 où il y a écrit Peñarol CURCC. Ça sert beaucoup du côté des supporters de Peñarol. Bref, l'idée c'est de démontrer qu'il n'y a aucune continuité entre ces deux entités et que donc Peñarol est né en 1913 et que donc National est le doyen. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, le doyen c'est Albion. On oublie ça, on met ça de côté. Mais le club, Peñarol, réagit à cela et publie des documents. Vous voyez, je vous montre des exemples là, des documents de 1914 ou des documents un petit peu plus anciens qui visent à démontrer qu'il y a bien continuité. Rien n'y fait. Et ça va même encore plus loin, puisque en 2013, 1913-2013, vous avez deviné ce qui va se passer, le club national souhaite un joyeux centenaire à Peñarol. C'est à l'époque, cette copie d'écran-là, c'est une copie d'écran du site officiel du National qui, le 13 décembre 2013, souhaite un joyeux centenaire au club, à son rival, qui continue d'alimenter cette polémique du décanato. Et à l'époque, il y a même un site qui s'appelle CAP 1913, CAP pour CA Peñarol, qui reprend toute la charte graphique du site officiel de Peñarol et qui explique que la continuité Peñarol-CURCC n'existe pas, avec des documents, des machins. On pourrait croire que ce site est un site presque officiel, et en fait ce site a été créé, il n'existe plus, c'est pour ça que je ne peux pas vous mettre d'image, ce site a été créé par des supporters de National, en reprenant la charte graphique. Voilà, on se met vraiment sur la tronche sur tout, on se chamaille sur absolument tout, et donc dimanche, on va continuer de se chamailler sur absolument tout, entre National et Peñarol. Au-delà de la blague, il y a quand même
une dimension sportive à ce match-là. Juste pour vous donner une idée à quel point je parlais de géants tout à l'heure, Nacional et Peñarol en Uruguay, c'est 100 titres de champion. Il y en a que 20 dans toute l'histoire qui leur ont échappé. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Je le disais aussi, c'est 8 Copa Libertadores. Vous les voyez un tout petit peu au-dessus du logo de Nacional. Là, il y en a 3. Il y en a 5 pour Peñarol. Peñarol qui vient de se qualifier pour la demi-finale de la Libertadores. On en a parlé dans Lucarne américaine. Je vous invite à aller voir notamment la séquence avec cette famille en pleurs devant le match. Mais il y a une importance capitale au point de vue du championnat. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le championnat en Uruguay, pareil, vous avez Apertura et Clausura comme au Mexique. Là, il n'y a pas de play-off, il n'y a pas de... Voilà, tout le monde s'affronte. Le vainqueur de l'Apertura, il y a un champion de l'Apertura, un champion du Clausura. Et ce qu'il se passe, c'est qu'on doit décider ensuite de qui va être le champion d'Uruguay. Pour décider de qui va être le champion d'Uruguay, il y a 2 matchs. Le premier match oppose le vainqueur de l'Apertura au vainqueur du Clausura. Et le vainqueur de cette rencontre-là affronte celui qui est leader de la table annuelle, ce qu'on appelle la table annuelle, qui est en gros le classement combiné des 2 championnats. Pour donner un autre parallèle par rapport à la France, imaginez un championnat des matchs allés, un championnat des matchs retour. Le vainqueur des matchs allés affronte le vainqueur des matchs retour. Et le vainqueur de ce match-là, pour savoir qui va être champion de France, le vainqueur de ce match-là affronterait celui qui, au classement cumulé aller-retour, serait premier. Et donc, sur un match aller-retour, on déciderait du champion. Peñarol a gagné l'Apertura. Peñarol est leader de la table annuelle avec 5 points d'avance sur Nacional. Et le vainqueur de ce match-là, actuellement, les 2 équipes sont à 2 points du leader du Clausura. Vous imaginez que s'il y a un vainqueur, il peut se replacer pour aller gagner le Clausura. Imaginez que si ce vainqueur s'appelle Peñarol, Peñarol pourrait aller chercher le Clausura, et dans ces cas-là, serait champion de l'Apertura, du Clausura, de la table annuelle, et donc il n'y aurait aucun des 2 matchs dont je vous ai parlé qui se jouerait, il serait officiellement champion. Donc l'objectif pour Nacional, c'est d'empêcher Peñarol de se rapprocher du titre du champion d'Uruguay. Et voilà, c'est probablement la dernière chance pour Nacional, dernière chance pour aller jouer le titre dans ces championnats. Le rendez-vous, je vous l'ai dit, c'est dimanche à 21h. Et il y a une manière légale de regarder ce match-là. Elle est payante. C'était gratuit pour la K-League, c'est payant. Et si le vainqueur est le même que le premier de toute la saison, alors si le vainqueur... en fait, c'est simple. Si le vainqueur de l'Apertura est le même que le vainqueur du Clausura, ce match-là ne se joue pas. Et si le vainqueur de la table annuelle est aussi le vainqueur du Clausura et de l'Apertura, comme ça peut être le cas avec Peñarol, tu joues aucun match en fait. Ils sont directement titrés. Et pour la faire dans l'autre sens, imaginons que Nacional s'impose, que Nacional finisse par remporter le Clausura, on va avoir donc un match qui va opposer Peñarol, vainqueur de l'Apertura, à Nacional, vainqueur du Clausura. Si Peñarol garde sa place de leader à la table annuelle, le vainqueur de ce Peñarol Nacional, qui est une sorte de demi-finale concrètement, affrontera le vainqueur de la table annuelle. Si Peñarol gagne ce match de demi-finale, il n'y aura pas de match, il n'y aura pas de grande finale, il sera champion. Donc ça fait beaucoup de possibilités pour Peñarol d'être champion cette saison. Voilà, pour dire les choses très, très clairement. Et là, l'objectif pour Peñarol, c'est de maintenir Nacional à distance. Nico Lujo nous disait sacré 0-0 qui arrive. Ça peut jouer le 0-0. Voilà, concrètement, ça peut jouer le 0-0. Mais bref, c'est un match que vous pourrez suivre et je vous encourage à le suivre. Et si Peñarol perd le round 1, il y aura un round 2 en aller-retour, exactement. Peñarol a 5 points d'avance à la table annuelle sur Nacional. Ils sont ex-aequo dans le Clausura, ils ont 11 points, ils sont à 2 points du leader. C'est Danubio ou Defensor, j'ai un trou de mémoire. Ils sont à 2 points du leader. Donc ils peuvent aussi passer devant s'il y a un vainqueur. Donc voilà, Peñarol, si Peñarol gagne, ils vont mettre Nacional à 3 points en championnat. Et ils vont mettre à la table annuelle Nacional à 8 points. Ça va commencer à faire beaucoup pour les remonter à la table annuelle. Voilà. Match 21h, je le disais, je vous encourage à le suivre, ne serait-ce que pour le recibimiento qui devrait être normalement absolument incroyable. Voilà, qui est toujours un grand rendez-vous. Je ne vous ai pas mis d'image, je vous invite à aller chercher des recibimiento. Allez sur YouTube, marquez recibimiento Nacional Peñarol. Vous allez en prendre plein les yeux, ça va vous faire du bien, voilà, ça va vous réconcilier avec le foot. Je le disais, il y a une solution légale pour regarder ce match-là, elle est payante, ça s'appelle Fanatiz, ça coûte 90 € à l'année.
Et ça vous donne, quand vous êtes en France, par exemple, l'accès à l'Argentine, au championnat d'Argentine et à la Colombie. Et c'est quelque chose que l'on dit à chaque fois. Si vous utilisez un VPN, que vous le placez aux États-Unis, il existe des VPN gratuits qui vous proposent d'être aux États-Unis, vous allez ouvrir d'autres championnats. Et notamment le championnat uruguayen et national Peñarol. Ça sera à 21h et vous pourrez accéder à ce match-là. Pour vous donner les autres championnats auxquels vous avez accès avec cette offre et avec un VPN, enfin avec cette offre, oui, avec l'offre Fanatiz à 90 balles. Vous avez le Brésil, vous avez l'Équateur, vous avez l'Uruguay, et vous avez le Pérou aussi, mais je crois que vous l'avez dans l'option française. Et puis je ne l'ai pas dit, mais vous avez aussi la Ligue 1 et la Ligue 2, mais je ne l'ai pas dit. Bref, voilà, 21h ce dimanche, c'est notre dernier match de cette affiche-là. Si vous êtes curieux sur les cultures foot, je vous mettrai toute une série de liens dans la description. Il y a un très bon papier de Baptiste sur le Sangmu, enfin Kim Cheon aujourd'hui, et le service militaire. Il y a aussi une émission, un 9-10, où on avait parlé du service militaire en Corée du Sud avec les problématiques que ça pouvait poser pour certains joueurs. Je vous mettrai ce lien-là, je vous mettrai aussi des liens par rapport au classico uruguayen. Et donc voilà, c'est très difficile de répondre à ta question, Ghost Slave, parce que c'est pas une question de... C'est pas... par rapport au niveau du championnat, ça répondrait à quel niveau. C'est très difficile parce qu'en fait, c'est pas une façon de fuir. Hein. Salut Isanoé au fait. Hein. Merci pour ton message. C'est pas une question de fuir le débat, c'est qu'en fait on ne peut pas y répondre. Je vais te donner un chiffre et tu pourras mesurer un petit peu pourquoi c'est très difficile d'y répondre. On vient de parler de National et Peñarol. Sache que les budgets de National et Peñarol, c'est aux alentours des 20 millions d'euros. Voilà. Donc je te laisse imaginer ce que cela signifie en termes de puissance financière. Je te laisse imaginer où ça les placerait si tu les mettais en Europe. Donc bon, c'est très compliqué de pouvoir parler de niveau, et ils ont des budgets de fou par rapport ils jouent dans un championnat où tu as des équipes, et c'est une vérité, il y a des équipes qui ont des budgets qui sont aux alentours de 1 à 2 millions d'euros, pas plus. Donc voilà, tu vois, c'est très compliqué d'établir des niveaux, et ça ne les empêche pas d'avoir des joueurs qui sont des joueurs, parfois des joueurs de sélection ou des choses comme ça. Donc bon, voilà, c'est très difficile, et c'est vraiment un truc que l'on dit vraiment souvent sur Hello, que ça soit dans les émissions, dans les lives et tout. Ben, oublie, ne viens pas avec des référentiels, ne viens pas en te disant tiens, ça vaut quoi par rapport à mon championnat, machin. Tout est différent, les conditions sont différentes, les contextes sont différents, les puissances économiques sont différentes. 20 millions d'euros, écoute, pour te donner une idée, Florenzi, regarde les Girondins en National 2, c'est 8 millions. Donc ça veut dire que même eux en National 2, alors c'est un gros budget, mais des clubs, 20 millions d'euros, je pense que tu es dans la moyenne basse Ligue 2, je pense, en termes de budget. Ça ne veut pas dire en termes de niveau, ça veut dire en termes de budget. Donc voilà. Donc généralement, quand vous allez voir ce genre de match-là, et c'est aussi pour ça qu'on vous fait ce programme-là, oubliez vos référentiels, juste profitez. C'est pour ça que je vous plonge un petit peu dans le culture foot sur ces matchs-là, sur ces rencontres-là, vous donne quelques clés pour regarder. Mais n'essayez pas de comparer, et c'est très difficile. C'est comme si vous regardiez la Ligue 2 en vous disant, bon, ça vaut quoi par rapport à la Première Ligue? Voilà, tu vois, c'est compliqué. Ou même la Ligue 1, hein, dans l'absolu, tu peux te dire ça avec la Ligue 1, puisque les différences de budget sont colossales. Donc, voilà, regardez, kiffez, et puis voilà, vous découvrirez d'autres choses. Il y a plein d'histoires, il y a d'autres histoires, et là, pour le coup, sur ce National Peñarol, comme sur ce Chivas Atlas, on est sur du... voilà, on est sur de l'historique des footballs mexicains et uruguayens. On est sur des matchs toujours très particuliers. 20 millions, c'est plus bas de Ligue 1? Je sais pas. En termes de budget ou de masse salariale, elle découle? Je sais pas. À voir. Mais bon, bref, ça te donne une idée. Hein. Ça donne une idée qu'on n'est pas sur des budgets, on n'est pas sur des budgets colossaux, et même à l'échelle du continent, hein, par exemple. Bref, voilà. On arrive au terme de cette première, dans la lucarne. Je le disais, ça sera tous les vendredis en direct. C'est quoi la différence des offres Fanatiz à 90 et 98? Il y a la Ligue colombienne en plus. Ouais, je crois que c'est ça, El Loco, je crois. Je crois que c'est ça. Je t'avoue que j'ai pas regardé le détail des 3 offres. Moi, j'ai la moins chère des 3. Mais
Mais par contre, j'arrive à regarder la Colombie. C'est une très bonne question. Tu sais quoi? Je vais regarder une fois l'émission rendue et je mettrai la réponse dans les commentaires sur YouTube. Ok? On va faire comme ça. Parce que là, je sais pas, je pourrais pas te répondre comme ça. Je mettrai la réponse dans les commentaires sur YouTube. Voilà, on arrive au bout de cette émission. 3 matchs à suivre ce week-end, plus particulièrement sur Hello. Vous allez avoir le déroulé qui va vous être rappelé dans le générique de fin. Merci Ghostlane. Merci beaucoup. Le plus petit budget de Ligue 1 cette année, c'est Angers, 25 millions d'euros. Voilà, donc tu vois, on est vraiment en dessous. Ouais, c'est ça, c'est l'accès à RCN, la chaîne colombienne où sont diffusés certains matchs. Ok, nickel. Merci Nico Couro. Merci. Bref, on arrive au terme de ce numéro 1. 3 matchs. Vous allez avoir, vous rappelez les horaires dans le générique de fin. Quelques rendez-vous pour Hello. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour la traditionnelle soirée MLS, le grand classique, aux alentours d'1h15, 1h20, avant dernière journée avant la trêve et avant dernière journée de la phase régulière, avant le Decision Day de la fin du mois d'octobre. On va suivre des matchs assez lourds. Je pense qu'on ira sur Charlotte-Montréal, qui s'annonce très très sympa, avec la remontada incroyable de Montréal. Mais il y a aussi des matchs sympas. Il y a un Columbus-Philadelphie, on va dire le jour d'après pour Columbus qui s'est fait voler face à Miami avant-hier. Bref, samedi soir aux alentours d'1h15, 1h20, ça sera sur Twitch et sur Kick. Et je crois même aussi sur YouTube, tiens d'ailleurs. On se fera la soirée MLS. Sinon, lundi soir, Lucarne américaine, nouvel épisode. Et puis sinon, si vous aimez ce Dans la Lucarne, on se retrouve peut-être pas vendredi prochain, je ne sais pas encore parce que c'est la trêve internationale, donc c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de matchs hors matchs internationaux, mais bon, voilà, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire quelque chose sur les matchs internationaux, je vais voir, je vais y réfléchir. Et sinon, on se retrouvera le vendredi précédent, une journée de championnat. C'était un plaisir. Merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Merci à tous ceux qui vont écouter ou regarder en replay. C'est disponible sur YouTube. Ça va arriver sur les plateformes de podcast dans l'après-midi. C'est pour cela qu'on enregistre et qu'on est en direct à 12h30. Rejoignez-nous en direct si vous le pouvez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, sur les différentes plateformes. Je vous souhaite un bon week-end de foot. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour la session MLS. Sinon, on se retrouve lundi. Bon week-end foot à tous et à très vite.